Bienvenue sur Plotoria. Aujourd'hui, nous commençons un tout nouveau manhwa dans lequel les plus grandes légendes de l'histoire ne sont plus de simples récits. Ce sont désormais des reliques surnaturelles enfouies dans des tombeaux mortels, et chacune d'elles attend qu'une personne assez audacieuse ou assez folle vienne la voler. Avant même que le monde comprenne ce qui est en train d'arriver, un pilleur de tombes sans le sou fera ses premiers pas vers le vol de l'avenir lui-même. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter et regardez un homme qui ne possède rien entamer son ascension vers le trône du véritable roi. Commençons. La lueur vacillante des bougies éclairait à peine les gargouilles de pierre suspendues au plafond, tandis qu'un serpent colossal rampait déjà dans sa direction. Joreon-Sur jura en traînant son corps ravagé sur le sol ensanglanté du donjon. Ce maudit vieux fou de Taejun Kwon. Comment le président avait-il pu lui faire ça? Même après avoir perdu ses jambes et vu ses subordonnés se faire dévorer, il refusait d'accepter qu'il allait mourir ici. Mourir à 38 ans dans un tombeau immonde parce qu'un serpent géant avait faim, c'était vraiment trop minable. Pourtant, tandis que le monstre se rapprochait, Joreon-Sur comprit qu'il allait probablement mourir ce jour-là. Lorsque le serpent s'attaqua, son esprit retourna au moment où tout avait commencé à mal tourner, 15 ans plus tôt. En 2025, d'immenses tombeaux étaient soudainement apparus partout dans le monde. Leur arrivée avait été précédée de séismes dévastateurs, et chacune de ces mystérieuses structures renfermait des objets surnaturels appelés reliques. Ces reliques avaient complètement bouleversé le monde. Les mythes, les légendes, les biographies, les contes populaires et les grands classiques de l'Antiquité possédaient tous un pouvoir, et les reliques étaient des objets directement issus de ces récits immortels. Elles conféraient à leurs propriétaires toutes sortes de capacités surnaturelles. Très vite, des histoires circulèrent partout au sujet de gens ordinaires ayant mis la main sur de puissants objets qui avaient complètement changé leur vie. Naturellement, l'humanité accueillit cette découverte avec retenue et dans un merveilleux esprit de coopération pacifique. Cela dura environ 5 minutes. Une véritable ruée vers les reliques commença presque aussitôt. Joreon finit lui aussi par rejoindre la chasse, même s'il était arrivé un peu tard. Après avoir travaillé sans relâche, il finit par découvrir quelque chose d'absolument incroyable. Il s'agissait de la relique de l'archéologue. Joreon était convaincu que l'obtenir lui permettrait enfin de renverser sa vie misérable. Malheureusement, les élites qui avaient trouvé les premières reliques en avaient déjà monopolisé le pouvoir. Tous les autres furent contraints de travailler sous leurs ordres. Au moins, notre protagoniste avait été recruté par TKBM, une grande entreprise. Son PDG, Taejun Kwon, lui avait promis de ne reculer devant aucune dépense pour soutenir ses capacités. Grâce à ses talents d'excavation, le pilleur de tombes s'infiltrait dans des tombeaux et des zones interdites afin d'y voler leurs reliques. L'équipe qu'il dirigeait obtint des résultats incroyables. En seulement quelques années, le président Kwon devint l'un des hommes les plus puissants du monde, uniquement grâce aux innombrables reliques que Joreon et ses subordonnés lui procuraient. À mesure que Taejun gagnait en pouvoir, Joreon devint haï comme l'homme chargé de toutes ces basses besognes. Il supportait cette situation parce qu'il n'avait aucun autre moyen de survivre. Puis le président Kwon se sentit menacé par l'efficacité de l'équipe de Joreon et les envoya dans un piège mortel déguisé en mission ordinaire. Il serra les dents. Ce sale serpent les avait délibérément envoyés se faire tuer. L'énorme reptile referma ses mâchoires au-dessus de sa tête, mais Joreon roula sur le côté dans un grognement de douleur. Il attrapa une pierre et la lança contre le crâne de la bête. Puis il la traita de ver surdimensionné et lui demanda si dévorer tous ses subordonnés ne lui avait pas suffi. Notre protagoniste lui lança un regard de défi et lui ordonna d'y aller. Si elle l'avalait lui aussi, il lui arracherait les entrailles de l'intérieur. Alors que le monstre ouvrait de nouveau la gueule, Joreon maudit Taejun Kwon et le traita d'ordure. Une détermination féroce brillait dans ses yeux lorsqu'il jura de revenir sous forme de fantôme pour hanter le vieil homme jusqu'à la fin de ses jours. Juste avant que le serpent ne referme ses crocs sur lui, une voix inconnue se plaignit du vacarme que faisait Joreon. La créature s'arrêta net. Le serpent tourna la tête dans la direction de cette voix mystérieuse.
Il balaya la salle du regard et exigea de savoir ce qu'il venait d'entendre. La relique sembla amusée qu'il soit capable de l'entendre. Joo-Heon ricana et lui demanda si elle croyait vraiment que c'était la première fois qu'il entendait une relique parler. Il ignorait à quel dieu appartenait cette babiole, mais il lui ordonna de se débarrasser du serpent et de le sauver pendant qu'il le demandait encore gentiment. La relique lui fit remarquer que Joo-Heon était pratiquement coupé en deux. Il était à peine encore en vie et ne survivrait pas beaucoup plus longtemps, même si elle éliminait le monstre. Elle déclara froidement que sa vie pitoyable s'achèverait ici. Alors que le serpent se préparait à attaquer, la relique jugea la mort de Joo-Heon regrettable. Il possédait un talent exceptionnel, mais il était né à la mauvaise époque. Le pilleur de tombes mourant grinça des dents et lui ordonna de se taire. Cette relique ne savait absolument rien de lui. Croyait-elle vraiment qu'il avait choisi de vivre de cette manière ? Rien que de repenser à sa vie misérable le mettait de nouveau hors de lui. Peu importe ce qui arriverait, il jura qu'il tuerait ce maudit vieillard de Taejunkwon. La relique éclata de rire tandis qu'une lumière bleue envahissait la salle. Elle trouva Joo-Heon divertissant et déclara que son talent était bien trop précieux pour être gaspillé. La voix lui offrit une chance. Un corbeau à 4 yeux descendit de la lumière. Joo-Heon le fixa avec confusion, tandis que l'étrange relique le mettait au défi de revendiquer le trône du véritable roi. Le donjon disparut, et Joo-Heon rouvrit les yeux en se demandant ce que le corbeau entendait par « roi ». Était-ce une relique de classe héros ou peut-être même de classe divine ? Il se souvenait que la créature ressemblait à un corbeau, mais ses pensées s'évanouirent lorsqu'il remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Il se redressa d'un bond et baissa les yeux, incrédule. Ses jambes étaient revenues. Elles étaient en parfaite santé, et toutes ses autres blessures avaient elles aussi disparu. Des gouttes de sueur apparurent sur son visage lorsqu'il examina enfin les lieux autour de lui. Toutes les personnes présentes dans le commissariat le regardaient comme s'il avait complètement perdu la tête. Notre protagoniste comprit qu'il se trouvait dans un commissariat et se demanda ce qui pouvait bien se passer. Un policier agacé exigea de savoir ce qu'il marmonnait. Il lui avait déjà demandé une pièce d'identité et n'avait pas toute la nuit devant lui. Joo-Heon se rassit lentement et lui répondit. Le policier épuisé poussa un soupir de soulagement avant de lui demander son nom. Le jeune homme se demanda si le corbeau était responsable de tout cela. Tout semblait bien trop réel pour être un rêve, mais son silence ne fit qu'inciter le policier à lui hurler de nouveau son nom. Le policier supplia Joo-Heon de se dépêcher afin qu'il puisse rentrer chez eux. Un autre agent exténué déclara en larmes qu'il ne sortirait jamais de ce commissariat et maudit l'année 2025. En entendant la date, Joo-Heon se figea. Cet agent venait-il vraiment de dire 2025 ? C'était impossible. Il regarda le calendrier électronique accroché au mur. C'était le 1er janvier 2025. Joo-Heon remarqua alors le lycéen assis non loin de là. Il se souvenait de cet adolescent ivre qu'il avait provoqué, s'était fait repousser puis avait traîné toute l'affaire jusqu'au commissariat. La vérité le frappa d'un seul coup. Il était réellement revenu 15 ans dans le passé. Il se rappela le corbeau à 4 yeux qu'il avait mis au défi de revendiquer le trône du véritable roi, et un frisson lui parcourut le corps. Si c'était bien janvier 2025, le monde était encore paisible. Le grand public ignorait même l'existence des reliques. Toutes les puissantes reliques de classe divine devaient encore reposer intactes dans leur tombeau. Cela signifiait que Joo-Heon pouvait les atteindre avant tout le monde. Il avait conservé toutes ses connaissances et tous ses souvenirs. Avec 15 années d'avance et tout ce qu'il savait sur le pillage de tombes, il pouvait s'emparer des plus grandes reliques avant même que leur futur propriétaire ne les découvre. Un sourire dangereux se dessina sur son visage. Il avait du mal à contenir son impatience. Les reliques l'avaient déjà entraîné dans tant de situations absurdes que Joo-Heon croyait ne plus pouvoir être surpris. Pourtant, cette journée n'avait cessé de lui réserver des chocs. Premièrement, il avait rencontré un tombeau si dangereux que même un pilleur expérimenté comme lui avait fini par abandonner. Deuxièmement, la mission s'était révélée être un piège mortel préparé par Taejunkwon. Et troisièmement, au moment même où il allait mourir, un corbeau mystérieux l'avait renvoyé 15 ans dans le passé. Désormais, le régresseur pouvait prendre de l'avance et récupérer les reliques avant tout le monde.
Une femme furieuse se mit soudainement à lui hurler dessus et exigea de savoir s'il l'écoutait. La mère du lycéen l'accusa d'être dans la lune et d'ignorer les questions du policier. C'est qu'il prenait tout cela pour une plaisanterie. Elle rappela à Jo-Heon qu'il avait agressé son fils qui était encore au lycée. Et si ce pauvre garçon avait été grièvement blessé, était-il prêt à en assumer les conséquences? La femme exigea un arrangement financier, sinon la prison. Jo-Heon gémit. Avant de commencer sa grande campagne de pillage, il allait devoir régler cette nuisance. Même si l'incident remontait à 15 ans, il s'en souvenait parfaitement. C'était cet élève ivre qui avait commencé la bagarre. Jo-Heon l'avait à peine repoussé, mais l'escroc avait simulé une blessure grave. Dans sa vie précédente, il l'avait supplié de réduire la somme délirante qu'il réclamait. Puis il se rappela un détail gênant. À cette époque de sa vie, il ne possédait absolument pas un sou. Il n'avait même pas son outil principal, la pioche de l'archéologue. Sans argent ni équipement, comment était-il censé commencer à collectionner les reliques? Notre protagoniste se demanda si le corbeau l'avait simplement ramené dans le passé pour se moquer de lui. Pendant ce temps, la mère s'énervait de plus en plus en voyant qu'il continuait à l'ignorer. Elle leva la main et lui ordonna d'écouter lorsqu'on lui parlait. Jo-Heon se retourna brusquement et attrapa son poignet avant que la gifle ne puisse tomber. Il fixa sa propre main avec surprise. Avait-il conservé ses 15 années de technique de combat et d'expérience? C'était au moins un avantage. Le jeune homme maintint son poignet et lui demanda calmement de se détendre. Il lui rappela que son fils avait déclenché la bagarre. En plus de cela, le montant de l'arrangement était ridicule. Apparemment, les riches étaient vraiment les plus avides. Le lycéen enragé bondit de sa chaise, arma son poing et exigea de savoir ce que Jo-Heon venait de dire. Il frappa notre héros en lui ordonnant de retirer ses paroles, mais celui-ci esquiva facilement le coup. Avant que l'élève ne puisse réagir, Jo-Heon lui saisit le poignet et l'écrasa face contre terre. Le garçon hurla tandis que Jo-Heon lui immobilisait le bras dans le dos. Son corps plus jeune lui paraissait beaucoup plus léger que dans ses souvenirs. Il ne souffrait encore d'aucun effet secondaire, ni d'aucune maladie provoquée par les reliques, ce qui rendait ses anciennes techniques encore plus fluides. Les policiers se précipitèrent vers eux et exigèrent que tout le monde cesse de se battre dans le commissariat. Jo-Heon relâcha le garçon, leva les mains et lâcha un petit « oups » parfaitement innocent. Il leur expliqua ensuite qu'ils n'avaient pas d'argent à donner à des gens comme eux. S'ils préféraient le mettre en prison, ils étaient libres de le faire. La mère l'avertit qu'il venait de commettre une énorme erreur. Puisqu'il avait l'air si pressé d'obtenir un casier judiciaire, il allait bientôt en découvrir les conséquences. Le régresseur resta parfaitement indifférent. Une fois les reliques apparues, les casiers judiciaires ordinaires n'auraient plus beaucoup d'importance. Le monde entier allait bientôt sombrer dans un chaos sans loi. Plus tard, assis dans une cellule, Jo-Heon reconnut que conserver ses compétences de combat était utile, mais cela ne suffirait pas. Il devait rassembler tout ce dont il avait besoin pour commencer à fouiller les tombeaux. La véritable question était de savoir comment il allait s'y prendre sans argent ni outils. Avant qu'il puisse terminer sa réflexion, une énergie bleue entoura soudainement son corps. Il recula brusquement en la sentant ramper sur lui. Un titre lumineux apparut dans les airs, « Pilleur de tombes, Jo-Heon sourd ». Il fixa les mots flottants avec incrédulité. Se demandant si ses yeux avaient un problème, Jo-Heon se frappa lui-même la tête. Revenir d'entre les morts était une chose. Voir du texte apparaître au hasard devant lui, c'était franchement impoli. La description sous son titre le qualifiait de petit voleur incapable d'utiliser une simple pelle. Le pilleur expérimenté comprit aussitôt que seule une relique pouvait créer quelque chose de ce genre. Ce maudit corbeau était forcément responsable. Il regarda autour de la cellule et cria après cette cervelle d'oiseau, exigeant de savoir si elle l'observait et ce qu'elle lui avait fait. Plusieurs fenêtres violettes apparurent soudainement autour de lui, le laissant pétrifié. L'une d'elles indiquait qu'une de ses 4 compétences fondamentales venait d'être débloquée. Espionnage, rang F, qui détectait tout ce qui se trouvait dans un rayon d'1 mètre. Il fixa l'interface. Elle ressemblait exactement à l'écran de statut d'un jeu vidéo. Il lança plusieurs coups de poing dans le vide et hurla que sa vie n'était pas un jeu. Mais le système ignora sa plainte et poursuivit.
Une nouvelle quête lui ordonna de débloquer les 4 talents cachés en lui et de devenir un véritable pilleur de tombes. Joreon soupira. D'abord une fenêtre de compétences, et maintenant des quêtes qui surgissaient devant lui. Joreon vient de recevoir sa première quête, alors voici la vôtre. Laissez un j'aime, abonnez-vous, et voyons à quelle vitesse ce pilleur de tombes fauchées deviendra roi. Maintenant, retour en prison. Un policier s'approcha des barreaux et lui ordonna de se taire. Joreon s'excusa aussitôt. Il comprit que le policier ne pouvait pas voir les fenêtres éclatantes qui l'entouraient. Apparemment, elles n'étaient visibles que par Joreon. Lorsqu'il testa espionnage, il découvrit que la compétence lui permettait réellement d'examiner dans les moindres détails tout ce qui se trouvait dans un rayon d'1 mètre. Elle fonctionnait exactement comme la capacité équivalente de la relique de l'archéologue. Notre protagoniste se demanda si toutes les capacités de sa vie précédente avaient été transférées dans ce nouveau format. Puisque l'affichage indiquait une compétence sur 4, il devait pouvoir en débloquer 3 autres. À ce rythme, il pourrait peut-être se passer de récupérer la relique de l'archéologue. C'était déjà un excellent départ. Cependant, les reliques n'aidaient jamais les humains gratuitement. Joreon voulait toujours savoir ce que préparait ce corbeau. Quelqu'un appela soudainement son nom depuis l'extérieur de la cellule. Joreon se retourna et vit un homme familier lui faire signe. Une fois sorti du commissariat, l'inspecteur lui expliqua que l'adolescent ivre avait déjà monté la même arnaque auparavant. L'homme plus âgé déclara que la police aurait plutôt dû enfermer le garçon et assura à Joreon qu'il s'occuperait de l'affaire. Joreon le remercia sincèrement. Il s'agissait de l'inspecteur Jeonwoo Kim, qui avait recueilli Joreon à l'orphelinat et l'avait élevé comme un petit frère. Surpris par sa gratitude, Geon-woo plaisanta en disant que la prison lui avait enfin remis les idées en place. Joreon l'observa discrètement. 15 ans plus tôt, Geon-woo paraissait encore si jeune. Pendant ce temps, l'inspecteur riait en disant qu'il aurait peut-être dû le laisser derrière les barreaux un peu plus longtemps. Joreon posa soudainement une question sérieuse à son frère. Y avait-il eu récemment des signalements concernant des fantômes, des phénomènes paranormaux, des super-pouvoirs ou quoi que ce soit d'aussi impossible? Jeon-woo le fixa et lui demanda s'il avait bu. L'inspecteur plaisanta en disant que sa femme avait peut-être des pouvoirs surnaturels, puisqu'elle retrouvait toujours les cachettes secrètes qu'il dissimulait dans la maison. Ce n'était pas ce que Joreon voulait dire, mais cela confirmait que les utilisateurs de reliques n'étaient pas encore connus du public. Jeon-woo posa une main sur son épaule et lui conseilla de rentrer chez lui pour se reposer. Mais Joreon savait que quelques tombeaux devaient déjà exister, même s'ils n'avaient pas encore fait les gros titres et que presque aucun utilisateur de reliques n'était actif. C'était le moment idéal pour agir. Il avait même accès à ses anciennes capacités. Il pouvait y arriver. Après s'être séparé de l'inspecteur, notre héros traversa une ruelle étroite en réfléchissant à ses options. La plupart des reliques précieuses du début étaient apparues en Europe et dans les Amériques, mais il n'avait même pas les moyens de payer un billet d'avion. Il répéta la question à voix haute. Comment était-il censé organiser un voyage à l'étranger sans argent? Quelqu'un l'appela alors derrière lui. 4 hommes apparurent dans la ruelle. Leur chef exigea de savoir pourquoi le nouveau traînait ici, au lieu de travailler jusqu'à l'épuisement. Notre héros tressaillit en reconnaissant ces enfoirés. Puis, il afficha un sourire de grand méchant. Son financement de départ venait de le trouver tout seul. Leur chef se moqua de son manque de respect et lui ordonna de s'incliner chaque fois qu'il rencontrait ses supérieurs. Joon le reconnut immédiatement, Kyung-tae Park. Kyung-tae était passé du statut de simple voyou de rue à celui de courtier en œuvres d'art. C'était un petit escroc qui dirigeait la galerie Kyung avec sa sœur aînée, Kyung-ju Park. Au lycée, Joreon avait eu besoin d'argent rapidement et avait accepté un travail temporaire chez eux. Malheureusement, ils avaient ensuite refusé de le laisser partir. Il avait fini par trimer pour le frère et la sœur jusque bien après ses 20 ans. Il devait leur être extrêmement utile, mais il ne l'avait jamais traité correctement. Il le faisait travailler jusqu'à l'épuisement pour un salaire ridicule. Lorsqu'un voyou blond lui cria au visage et menaça de lui arracher une réponse à coups de poing, le regard de Joreon se durcit. Avant que l'homme blond ne puisse terminer sa phrase, Joreon lui envoya son poing en plein visage. Le voyou s'écrasa sur le trottoir tandis que tous les autres le fixaient stupéfaits. Qu'est-ce qui venait de se passer?
Notre protagoniste ordonna tranquillement à ces crétins d'annoncer à leur patron qu'ils ne travailleraient plus pour eux. Kyung-tae lui demanda s'il avait perdu la tête. Jo-reon ajouta qu'il restait une dernière affaire à régler avant son départ. En faisant craquer ses articulations, il réclama tout le salaire qu'il lui devait, ainsi que ses indemnités de départ. Kyung-tae éclata de rire, et ses hommes l'imitèrent aussitôt. C'était apparemment la chose la plus drôle qu'ils avaient entendue de toute la journée. Puis Kyung-tae se précipita vers lui en promettant de tabasser cet employé désobéissant. À sa grande surprise, le poing du pilleur de tombes partit le premier. Le coup s'écrasa directement sur le visage de Kyung-tae. Du sang jaillit de son nez tandis qu'il titubait. Avant qu'il puisse finir de l'insulter, Jo-reon lui saisit la tête et lui écrasa le genou au visage. Les hommes de Kyung-tae paniquèrent. Leur patron se faisait massacrer par quelqu'un qui, la veille encore, savait à peine se battre. Un voyou ordonna aux autres d'arrêter de regarder et de foncer tous ensemble sur Jo-reon. Le premier attaquant reçut un coup d'en pleine joue, le deuxième se prit un coup de pied directement au visage. Bientôt, seul le voyou blond resta debout. Il contempla les corps autour de lui, incapable de comprendre comment le combat avait pu se terminer aussi vite. Ses 15 années d'entraînement à l'autodéfense étaient intactes. Jo-reon sourit et leur demanda s'ils avaient déjà fini, puisque le monde ne ferait que devenir plus impitoyable. Malgré tout, son corps plus jeune ne possédait pas encore les muscles ni l'endurance nécessaires pour soutenir de tels mouvements. Il devait mettre fin à l'affrontement rapidement. Kyung-tae sortit un couteau et accusa Jo-reon de répondre à leur gentillesse par la trahison. Peut-être apprendrait-il enfin la gratitude une fois mort. Le voyou blond avertit nerveusement son patron de faire attention. Ce couteau était destiné à une transaction et l'abîmer leur attirerait de sérieux ennuis. Le pilleur expérimenté remarqua une étrange énergie autour de la lame. Sans que ses ordures le sachent, il s'agissait d'une relique. Mais comment Kyung-tae avait-il pu en obtenir une aussitôt ? Après y avoir réfléchi, Jo-reon décida que ce n'était pas si surprenant. La plupart des reliques créaient des tombeaux afin d'attirer les humains jusqu'à elles. Cependant, certaines préféraient se fondre discrètement dans la société en attendant de trouver un propriétaire convenable. Notre voleur sourit. Quoi qu'il en soit, ce couteau lui appartenait désormais. Kyung-tae bondit en avant en hurlant qu'il allait mourir. Notre voleur décida calmement de récupérer son prix. Il fit un pas de côté et laissa le couteau passer sans danger près de lui. Puis il saisit le bras de Kyung-tae et le tordit violemment sur le côté. Jo-reon força la lame tremblante à se rapprocher de la gorge de son propriétaire et félicita le voyou pour son courage d'avoir osé sortir un couteau contre lui. Kyung-tae le supplia aussitôt d'attendre. Les autres hommes paniquèrent et crièrent à Jo-reon de relâcher leur patron. À la place, Jo-reon arracha le couteau de la main de Kyung-tae et promit avec sarcasme d'en prendre grand soin. Puis il ordonna au gang de bien regarder, car il allait leur montrer comment on se servait correctement de cette arme. Une énergie bleue commença à circuler dans la lame. Des étincelles traversèrent les yeux de Jo-reon. La relique lui permettait de voir les muscles, les organes, les os et les points vulnérables à l'intérieur de chaque cible vivante. Lorsque les criminels chargèrent, il resta parfaitement immobile. Juste avant que leurs attaques ne l'atteignent, Jo-reon disparut. Les voyous regardèrent autour d'eux avec panique, incapables de comprendre où il était passé. Un instant plus tard, il apparut derrière eux, tandis que de fines entailles s'ouvraient sur leur corps. Il étudia la lame et comprit qu'elle possédait également une capacité de dissimulation. Les criminels en sang semblaient nettement moins enthousiastes face à cette découverte. Il leur ordonna d'arrêter de geindre, puisque les blessures n'étaient même pas profondes. En revanche, s'ils refusaient de lui remettre son argent, les prochaines entailles seraient bien plus graves. Jo-reon serra les dents et leur ordonna de payer s'ils tenaient à la vie. Voyant que ce fou ne plaisantait pas, Kyung-tae abandonna immédiatement et l'appela « Monsieur ». La confiance du gang avait disparu encore plus vite que Jo-reon. À l'intérieur de la galerie Xiang, Kyung-joo Park hurla dans son téléphone en apprenant que Jo-reon avait battu son frère et pris tout leur argent. Kyung-joo exigea la vérité, mais Kyung-tae affirma qu'il ignorait complètement ce qui s'était passé. La veille encore, Jo-reon n'était qu'un perdant incapable de donner un coup de poing correct.
Désormais, il possédait des mouvements incroyables, et même son regard avait complètement changé. Kyung-ju s'appuya contre son bureau et demanda combien son incapable de frère avait perdu. Kyung-tae reconnut que Jo-Heon avait vidé son compte bancaire et emporté leurs produits d'échantillon. Kyung-ju explosa lorsqu'elle comprit qu'il lui avait même remis la statue de Bouddha. Un peu plus tôt, Jo-Heon s'était moqué du tas d'argent pitoyable des voyous agenouillés. Lorsque Kyung-tae lui avait répondu avec trop de désinvolture, il lui avait rappelé d'ajouter « Monsieur ». Kyung-tae avait aussitôt répété qu'il n'avait rien d'autre, monsieur. Notre héros lui avait alors lancé un regard indiquant très clairement qu'il ne croyait pas un mot de sa réponse. Il avertit Kyung-tae qu'il était mort si quoi que ce soit d'autre réapparaissait. Quelques craquements, plutôt désagréables, encouragèrent les autres membres du gang à rester honnêtes. Jo-Heon remarqua alors une statue de Bouddha dorée parmi leurs affaires. Il la ramassa et fit remarquer qu'elle avait l'air coûteuse. Kyung-tae le supplia aussitôt de prendre n'importe quoi d'autre. Ce désespoir confirma la valeur de la statue. Jo-Heon annonça qu'il l'emportait. Alors qu'il s'éloignait, Kyung-tae lui cria dessus et le traita d'enfoiré. Le voyou continua à hurler que Jo-Heon ne pouvait pas prendre cette statue en particulier, mais notre héros ne se retourna même pas. De retour à la galerie, Kyung-ju ordonna froidement à son frère de la retrouver. Kyung-tae lui demanda avec hésitation ce qu'elle voulait dire. Elle hurla à cet imbécile de récupérer immédiatement la statue. Le lendemain matin, Jo-Heon la porta dans un centre d'expertise d'œuvres anciennes. L'expert l'examina et déclara que l'objet ne valait même pas 50 000 wons. Il pouvait tout aussi bien s'en servir comme presse-papier. Jo-Heon lui demanda s'il était sérieux. L'homme affirma qu'un seul regard suffisait pour comprendre que personne n'achèterait cette chose. Jo-Heon quitta la boutique, perplexe. Kyung-tae s'était comporté comme si la statue valait une fortune. Pourtant, un marchand expérimenté la considérait comme une vulgaire imitation. Dans la rue, il l'examina de nouveau. Son instinct lui disait que l'objet avait une certaine valeur, mais peut-être n'était-il plus fiable sans la relique de l'archéologue. Une énergie violette se mit soudainement à tourbillonner autour de ses mains, tandis qu'une nouvelle fenêtre du système s'ouvrait. Espionnage s'activa et signala qu'une substance suspecte avait été détectée à l'intérieur de la statue de Bouddha. Notre protagoniste comprit que quelque chose y était caché. Puis il repoussa la fenêtre persistante d'un geste, lui ordonnant de dégager de son visage maintenant qu'il avait compris. « Allez, oust !» Il secoua la statue et entendit quelque chose s'entrechoquer à l'intérieur. Il était impossible que Kyung-tae ait paniqué à cause d'une babiole sans valeur. Notre voleur sortit le couteau relique et sourit. Il était temps de découvrir ce qui se trouvait dedans. En plein milieu de la rue, il découpa théâtralement la statue de Bouddha comme s'il jouait à Fruit Ninja. Même les passants le regardaient comme un fou qui se promenait avec un couteau, mais une petite fiole roula hors des morceaux brisés. Jo-Heon baissa les yeux et se demanda ce qu'ils avaient là. Après l'avoir ramassée, il reconnut une drogue illégale conçue pour être appliquée sur une cigarette avant de la fumer. Cette substance coûtait extrêmement cher. Ces salauds trempaient donc aussi dans le trafic de drogue. Il regarda autour de lui pour vérifier si quelqu'un de suspect l'observait. La galerie Kyang manipulait des centaines d'œuvres d'art. Si toutes renfermaient de la drogue, l'opération était bien plus vaste que Jo-Heon ne l'avait imaginé. Il appela immédiatement Jeon-woo et lui expliqua ce qu'il venait de découvrir. Alors que le soleil commençait à se coucher, Jo-Heon se souvint que la récompense pour avoir signalé un réseau de trafic de drogue s'élevait à environ 100 millions de wons. Son problème de financement de départ venait de se résoudre de manière plutôt élégante. Ce soir-là, une voix nerveuse se fit entendre à l'extérieur de la galerie Siang. Kyung-ju répétait désespérément à son partenaire criminel que la situation n'était pas celle qu'il imaginait. Elle assurait que la marchandise était prête et qu'elle conseillait simplement un peu de prudence. L'homme au téléphone criait si fort que Kyung-ju ne pouvait même pas garder l'appareil près de son oreille. Elle s'excusa à plusieurs reprises et promit de le contacter dès qu'elle aurait du nouveau. Une fois l'appel terminé, Kyung-ju maudit ce vieux radin et demanda pourquoi il croyait qu'elle allait détourner l'argent. Puis elle souhaita qu'il s'étouffe
avec sa propre salive. Elle entendit quelqu'un entrer et se retourna, pensant d'abord que son frère revenait avec le Bouddha, puis elle remarqua les menottes et les policiers qui l'entouraient. Kyung Tae, couvert de blessures, gémit que les autorités avaient tout découvert. Ils étaient complètement fichus. Kyung-ju le fixa avec horreur et incrédulité. Elle exigea immédiatement une explication. Jeon-woo montra son insigne et expliqua que la police avait reçu un signalement concernant un trafic de drogue. Kyung-ju nia tout, affirmant qu'ils étaient des marchands d'art respectueux de la loi qui payaient même leurs impôts. L'inspecteur brandit la fiole récupérée et se demanda pourquoi les criminels récitaient toujours le même discours. La police avait déjà rassemblé toutes les preuves nécessaires. Il savait également qu'il y en avait bien davantage. Jeon-woo demanda si la majorité des marchandises de la galerie Xiang étaient stockées dans ces entrepôts. Kyung-ju se mordit la lèvre. Avait-il aussi découvert les entrepôts de la province de Gyeonggi ? Malgré tout, chaque pièce possédait un code de sécurité différent, alors la police ne pourrait jamais y entrer. Elle nia rapidement tout savoir et accusa les inspecteurs de menacer des innocents sans la moindre preuve. Puis elle exigea de savoir si leur statut de policier leur donnait le droit de faire irruption dans son commerce. Une voix retentit dans la radio de Jeon-woo. L'équipe d'enquête avait terminé d'examiner les 600 œuvres d'art de l'entrepôt de la ville de Hwaseong et de la drogue avait été trouvée dans chacune d'elles. Alors qu'un autre inspecteur lui passait les menottes, Kyung-ju exigea de savoir s'ils avaient ouvert toutes les pièces. Cela aurait dû être impossible, puisque chacune utilisait un code différent. Jeon-woo admit que la sécurité avait été gênante, mais la police avait ses méthodes. Heureusement, quelqu'un de l'intérieur de l'organisation leur avait prêté main forte. Dans l'entrepôt, un policier appela Jo-Heon parce qu'une dernière pièce restait verrouillée. 2 agents regardèrent notre héros saisir le code et l'un d'eux lui demanda comment il connaissait tous les mots de passe. Jo-Heon répondit simplement qu'il avait une bonne mémoire. En réalité, sa mémoire exceptionnelle expliquait probablement pourquoi le gang de Kyung-ju l'avait toujours trouvé aussi utile. Lorsqu'il avait commencé à travailler là-bas, chaque pièce possédait un mot de passe différent. Cela l'avait agacé, alors il les avait tous mémorisés. Il n'aurait jamais imaginé utiliser Souvenir 15 ans plus tard pour détruire l'opération criminelle de la galerie. Et les mots de passe de l'entrepôt étaient loin d'être les seules informations précieuses stockées dans sa tête. Une fois l'argent de la récompense reçu, Jo-Heon pourrait exploiter ses connaissances des tombeaux pour commencer à récupérer des reliques. Un policier fixa la pièce nouvellement ouverte et s'émerveilla devant ce qu'il découvrit. Encore davantage de drogue y était dissimulée. Les inspecteurs reconnurent que ces trafiquants ne manquaient vraiment pas d'audace. Un policier félicita Jo-Heon pour les avoir aidés à réaliser une arrestation aussi importante. Notre héros sourit et répondit que tout le plaisir était pour lui. Puis il surprit les 2 hommes en leur demandant une petite faveur. Alors que Kyung-ju hurlait et se débattait contre les policiers qui l'emmenaient, Geon-woo reçut un appel. Apparemment, Jo-Heon voulait lui parler. Jeon-woo éclata de rire en entendant l'idée de leur soi-disant homme de l'intérieur. Il arrêta alors la propriétaire de la galerie pendant un instant. Il tendit le téléphone dans sa direction et lui expliqua que son homme de l'intérieur souhaitait lui parler. Jo-Heon salua la vieille sorcière au téléphone et lui suggéra qu'elle aurait dû mieux le traiter. Lorsqu'une personne travaillait pour elle, elle aurait dû la payer correctement. Kyung-ju reconnut aussitôt la voix de Jo-Heon et exigea de savoir s'il était responsable de tout cela. Il lui conseilla également de changer ses mots de passe tous les 6 mois environ. Puis Jo-Heon lui souhaita joyeusement de passer une agréable vie en prison. Kyung-ju resta sans voix. Même pendant que la police l'emmenait de force, elle continua à hurler qu'elle se vengerait de Jo-Heon. Dans son esprit, c'était apparemment ainsi qu'il la remerciait pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Plus tard, Jo-Heon marcha dans la ville en reconnaissant qu'humilier son ancienne employeuse lui avait fait un bien fou. Son téléphone vibra. Il n'attendait aucune nouvelle particulière, mais il consulta tout de même les messages reçus. Eun-woo lui écrivit qu'il était fier de lui et lui promit que la récompense de 100 millions de won arriverait bientôt. Il avertit notre héros de ne pas la gaspiller. Jo-Heon marmonna simplement qu'il devrait se détendre. Jeon-woo était parfois bien trop gentil et s'inquiétait beaucoup trop pour lui. Alors, afin d'apaiser ses craintes, Jo-Heon décida de lui répondre.
Il rangea son téléphone et sourit. Son frère n'avait aucune raison de s'inquiéter. Maintenant que Jo-Heon possédait un peu d'argent, il ne lui restait plus qu'à partir à la recherche des tombeaux. Il jura qu'il s'emparerait de chaque relique avant que Tae-jun Kwon puisse mettre la main dessus. Cependant, lorsque Jo-Heon atteignit une passerelle surélevée dominant son quartier, il s'arrêta brusquement. Il fixa l'horizon et exigea de savoir où sa maison avait bien pu passer. Un tombeau gigantesque avait enseveli tout son quartier résidentiel. Il ne faisait aucun doute que cette montagne de sable et ces immenses visages sculptés avaient été créés par une relique. Les habitants s'agglutinaient autour dans la panique. Certains se bousculaient, tandis qu'un vieil homme niait furieusement avoir poussé qui que ce soit. Une mère les supplia de se calmer, car ils effrayaient son bébé. D'autres habitants exigeaient des réponses, tandis que les soldats ordonnaient à tout le monde de rester sur place. Le pilleur expérimenté comprit que l'influence de la relique agitait la foule et rendait tout le monde anormalement agressif. En y repensant, il se souvenait que son colocataire l'avait appelé à cette époque, paniqué parce que leur maison avait disparu. Malheureusement, Jo-Heon travaillait comme un forçat pour Kyung-ju et n'avait pas pu quitter son poste. Lorsqu'il était enfin rentré, tout était déjà revenu à la normale. Cela signifiait que quelqu'un avait réussi à terminer ce tombeau dans la précédente ligne temporelle. Cette personne se trouvait probablement quelque part dans la foule actuelle. Jo-Heon refusait qu'elle lui passe encore devant. Cette fois, la relique lui appartenait. Un homme terrifié supplia soudainement quelqu'un de ne pas tirer. Jo-Heon reconnut cette voix. Elle appartenait à son colocataire, Dong-Gyun Kim. Un soldat braquait son fusil sur Dong-Gyun et lui ordonnait d'arrêter de poser des questions. Avant que l'homme ne puisse faire quelque chose de pire, Jo-Heon se précipita et lui envoya un coup de pied sous le menton. Dong-Gyun le fixa avec incrédulité. Jo-Heon condamna le soldat pour avoir pointé une arme sur un civil. Notre héros salua son colocataire comme s'ils avaient été séparés pendant des années. Se rappelant qu'il était le seul à avoir réellement vécu ces 15 années, il lui demanda rapidement pourquoi il était toujours incapable de se défendre. Pendant ce temps, le pauvre garçon ne comprenait pas pourquoi il parlait d'une si longue séparation. Le soldat se redressa lentement en toussant. Jo-Heon lui demanda si le coup de pied lui avait remis les idées en place. De la sueur coula sur le visage de l'homme, tandis qu'il s'excusait. Il affirma avoir soudainement perdu son sang-froid. Jo-Heon exigea de savoir pourquoi l'armée gérait une situation civile. La présence d'autant de soldats armés signifiait forcément que quelque chose clochait. Puis il lui demanda directement s'ils avaient l'intention d'entrer dans le tombeau. Le soldat répondit aussitôt que cette information était classée confidentielle. Notre protagoniste se demanda si l'armée coréenne avait déjà découvert l'existence des reliques. Il lui fallait la vérité, car ces soldats risquaient de devenir ses concurrents. Il rappela aux soldats qu'il habitait ici et qu'il avait le droit de savoir. Des troupes armées se tenaient devant son immeuble, alors exiger une explication était parfaitement raisonnable. Plus important encore, cet homme venait de menacer violemment un civil avec son fusil. Jo-Heon pouvait signaler cette grave faute à ses supérieurs. Alors que le soldat déglutissait, Jo-Heon lui conseilla de ne pas aggraver la situation. Il voulait seulement des informations. L'homme nerveux finit par admettre que l'armée comptait ouvrir la structure à l'explosif et explorer son intérieur. Il promit que toutes les précautions seraient prises pour protéger les civils. Jo-Heon faillit éclater de rire. Un tombeau ne pouvait pas être ouvert simplement en le faisant exploser. Le soldat ajouta que des experts étrangers se tenaient prêts et que tout le monde pouvait donc se sentir rassuré. Des experts étrangers ? À cet instant, le régresseur comprit ce qui se passait. Il sourit et remercia l'homme pour cette explication si rassurante. Puis il souhaita bonne chance au soldat, l'encouragea à poursuivre son excellent travail et lui conseilla de rester bien au chaud par ce temps froid. L'homme confus remercia automatiquement le civil qui venait de lui donner un coup de pied. Dong-Gyun se précipita vers lui et demanda ce que le soldat avait révélé. Jo-Heon se contenta d'ordonner à son colocataire de rester ici. Avant que Dong-Gyun puisse poser une autre question, notre héros se retourna brusquement et s'éloigna. Son colocataire l'appela à plusieurs reprises, mais Jo-Heon ne répondit pas. Dong-Gyun resta derrière lui en se demandant pourquoi son ami se comportait de manière aussi étrange ce jour-là. Pendant ce temps, près du tombeau, les responsables et l'armée avaient déjà encerclé le site. L'agente de la CIA Linda Walker demanda à son contact s'il était certain que le gouvernement coréen ignorait tout au sujet de ces structures mystérieuses.
L'homme le confirma et lui demanda pourquoi elle se méfiait. Linda expliqua que les Coréens avaient déployé beaucoup trop de soldats. Son supérieur répondit qu'il devrait plutôt se montrer reconnaissant de la coopération du gouvernement. Linda accepta l'ordre tandis que ses agents lui souhaitaient bon retour. On lui ordonna d'enquêter minutieusement sur le tombeau et, si possible, de récupérer sa relique. Linda confirma qu'elle avait compris. Après avoir terminé l'appel, elle entendit un homme la saluer. Linda se retourna et le reconnut immédiatement. Le nouveau venu était Kiyoshi Abe, membre de l'équipe d'excavation japonaise. Il plaisanta en disant que la présence du Japon était plus logique que celle des États-Unis, puisque la Corée était leur voisine. Abe félicita les Américains pour leur dévouement au vol, ce qui fit grincer des dents à Linda. Elle affirma que les États-Unis avaient simplement l'intention de placer la relique sous leur protection dans le cadre de leur devoir de police du monde. Leur objectif était de préserver la paix et d'étudier l'artefact dans un but purement académique. Abe demanda ce qui se passerait si le Japon désirait la relique pour les mêmes raisons académiques. Linda refusa, affirmant qu'elle ne lui faisait absolument pas confiance. Kiyoshi suggéra qu'ils essaient de bien s'entendre, puisque chaque nation avait ses propres raisons d'être ici. Malgré tout, il déclara avec assurance que le Japon serait celui qui repartirait avec la relique. Notre protagoniste les observait secrètement depuis l'angle d'un bâtiment, amusé par le spectacle inattendu qui se déroulait devant lui. Les agents étaient aussi discrets qu'un phare en pleine nuit. L'une représentait la CIA manipulatrice, tandis que l'autre venait de cette bande d'abrutis de l'équipe d'excavation japonaise. Quel duo magnifique! À cette époque, les tombeaux et les reliques avaient déjà commencé à apparaître partout dans le monde, mais presque personne ne comprenait encore leur véritable nature. Cette période serait plus tard connue sous le nom d'ère des présages. Quelques pays découvrirent la vérité très tôt, notamment les États-Unis et le Japon. Grâce à cette avance, ils enquêtèrent secrètement sur les reliques et allèrent même jusqu'à faire sortir clandestinement des artefacts d'autres nations. Le pilleur de tombes n'avait aucune intention de laisser l'un de ces deux groupes s'emparer de celle-ci. La relique enfermée dans ce tombeau lui appartenait. Cependant, il se demanda pourquoi les deux équipes restaient simplement plantées là. Si elles prévoyaient d'ouvrir le tombeau à l'explosif, qu'attendaient-elles ? Leur hésitation révéla la vérité. Ni Linda ni Kiyoshi n'étaient l'expert qui avait terminé le tombeau dans la vie précédente de Jo-Reon. Dans ce cas, il allait les devancer. Il s'approcha de la montagne de sable et annonça qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Des caractères lumineux apparurent sous ses pieds. Il les reconnut comme des glyphes funéraires. Les reliques étaient de drôles de créatures, puisqu'elles laissaient des descriptions détaillées d'elles-mêmes à l'intérieur comme à l'extérieur de leur tombeau. Comme les méchants des vieux contes de fées, elles adoraient tout simplement attirer l'attention. Les habitants, à proximité, reculèrent devant les inscriptions inquiétantes. Jo-Reon savait que toute personne capable de lire ces glyphes pouvait découvrir l'entrée du tombeau, ses pièges, ses règles et ses passages cachés. Le problème, c'est que les gens ordinaires étaient incapables de les déchiffrer. Notre héros sourit. Heureusement, il n'avait rien d'ordinaire. Après avoir étudié l'inscription, il localisa la véritable entrée. Une nouvelle fenêtre du système s'ouvrit soudainement devant lui. L'interface lui attribua le titre de cryptographe expert et débloqua linguistique rang F. Cette compétence lui permettait de comprendre les langues, de communiquer avec les reliques et de déchiffrer les glyphes funéraires. Sa liste affichait désormais 2 compétences fondamentales actives sur 4. Espionnage et linguistique, toutes 2 de rang F. Les notifications lui bloquaient complètement la vue. Il agita les bras à travers elles et reconnut que tout cela était formidable, mais demanda au système de dégager de son visage. Il ne lui restait plus que 2 compétences fondamentales à débloquer. Pendant ce temps, un passant observait Jo-Reon frapper dans le vide et prit la sage décision de garder ses distances. En suivant les glyphes, notre héros atteignit la rivière. Là, près de l'eau sombre, une colonne de pierre se dressait, couverte de symboles rouges lumineux. Le pilleur de tombes arriva enfin, les mains dans les poches. Il savait qu'il avait trouvé la véritable entrée. Il sortit donc le couteau relique et annonça qu'il était enfin temps d'ouvrir le tombeau. D'un seul mouvement, la lame trancha le symbole lumineux gravé dans la colonne. Dès que Jo-Reon frappa le symbole, une fenêtre du système apparut dans un tintement sec. L'avertissement annonçait qu'une intense décharge d'énergie était sur le point d'être libérée.
Sans prévenir, une lumière orange éclatante fendit le sol et jaillit directement devant lui. Le gigantesque faisceau illumina le ciel nocturne, tandis que le premier tombeau s'ouvrait devant le véritable pilleur de tombes. Kiyoshi Aba leva les yeux vers la lumière avec stupeur et exigea de savoir ce que c'était. L'un des agents en costume comprit que quelqu'un venait d'ouvrir l'entrée du tombeau. Kiyoshi avait du mal à croire que cette lumière indiquait le chemin vers l'intérieur. Il se mit immédiatement à courir dans cette direction, tandis que Linda Walker lui criait d'attendre. Kiyoshi ordonna aux soldats à proximité de rester en arrière et d'éloigner les civils au cas où une autre explosion se produirait. Linda ricana en disant que mentir lui venait décidément très naturellement. Kiyoshi lui fit remarquer que les soldats ne feraient que les gêner et lui conseilla plutôt de le remercier. Les deux agents atteignirent bientôt un immense trou d'où s'échappait une lumière orange. Kiyoshi se pencha au-dessus du bord, mais l'éclat aveuglant l'empêchait d'en voir le fond. Pendant ce temps, Linda ramassa une petite pierre et la jeta dans l'ouverture. Plusieurs secondes plus tard, ils entendirent un lointain bruit d'éclaboussure. Kiyoshi en conclut qu'il y avait de l'eau en bas, tandis que Linda remarqua que le trou semblait extrêmement profond. Cela sembla être une quantité d'informations parfaitement suffisante pour Kiyoshi. Il fit un pas en avant et se laissa tomber, tandis que Linda lui hurlait désespérément d'attendre. Au plus profond du tombeau, Jo-Hoon entendit l'éclaboussure retentissante et comprit que ces idiots l'avaient suivi. Il poursuivit son chemin le long d'un passage étroit bordant la rivière souterraine. D'anciens glyphes funéraires recouvraient les murs alentours. Notre héros sourit et décida de s'amuser un peu avec ses invités inattendus. Après avoir examiné les inscriptions, il toucha les glyphes et activa un piège approprié. La première épreuve venait de commencer. L'agent japonais finit par se hisser hors de l'eau et se plaignit immédiatement d'avoir atterri dans les égouts. Linda descendit à l'aide d'une corde et lui rappela que c'était ce qui arrivait lorsqu'on sautait sans réfléchir. Kiyoshi se contenta de ricaner. Un bruit assourdissant résonna soudainement dans le passage, poussant les deux agents à se tourner vers l'obscurité. Linda demanda ce qui pouvait bien produire un tel vacarme. L'agent japonais plissa les yeux tandis que le son se rapprochait rapidement. Un gigantesque mur d'eau déferla soudainement vers eux comme un tsunami. L'agent japonais jura, tandis que Linda exigeait de savoir d'où venait toute cette eau. Le torrent les percuta et les emporta. Linda disparut sous la surface, pendant que Kiyoshi luttait désespérément pour garder la tête hors de l'eau. Pendant ce temps, Jo-Hoon poursuivit sa route dans la grotte souterraine jusqu'à s'arrêter devant un large bassin et annoncer qu'il l'avait trouvé. La caverne s'ouvrait sur une grotte lumineuse remplie d'une eau parfaitement transparente. Il sortit le couteau d'embaumement égyptien et reconnut que c'était la seule chose dont il disposait. Puis il laissa tranquillement tomber la lame dans l'eau. Quelques secondes plus tard, un gigantesque serpent blanc émergea du bassin. Notre protagoniste ne broncha même pas et garda les deux mains dans ses poches, tandis que la créature se dressait au-dessus de lui. Le serpent salua une nouvelle pauvre âme ayant perdu l'un de ses biens dans les profondeurs. Il ouvrit son immense gueule, révélant un couteau en or et un couteau en argent, puis lui demanda lequel des deux lui appartenait. Jo-Hoon sourit. Quelle énigme évidente! Il reconnut la relique, les haches d'or et d'argent, inspirées de la célèbre fable d'Ésope, le bûcheron honnête. Des versions similaires de cette histoire existaient dans le monde entier, alors même des étrangers auraient dû pouvoir réussir facilement cette épreuve. Mais cette fois, c'était au tour de Jo-Hoon. Il déclara calmement qu'aucun des deux couteaux ne lui appartenait. Le serpent parut surpris par sa réponse et laissa échapper une petite exclamation intéressée. Il referma sa gueule, puis la rouvrit pour révéler le couteau que Jo-Hoon avait laissé tomber. La créature lui demanda si celui-ci était le sien. Il connaissait la réponse attendue. S'il confirmait qu'il s'agissait bien de sa dague, le serpent la lui rendrait avec les armes en or et en argent, ce qui lui permettrait de terminer le tombeau. Cependant, notre héros n'avait aucune intention de suivre aveuglément le récit. Il demanda la permission d'examiner d'abord le couteau. Le serpent accepta et permit au pilleur de tombe de s'approcher. Il glissa lentement la main dans sa gueule et referma ses doigts autour du manche, comme s'il vérifiait soigneusement l'arme. Puis il balança soudainement la lame et la planta directement dans la chair de la créature. Le serpent recula en rugissant et exigea de savoir pourquoi il l'avait attaqué alors qu'il avait presque terminé l'épreuve. Jo-Hoon sourit et lui ordonna de se taire. Il ne lui faisait pas confiance.
Même s'il réussissait l'épreuve, rien ne garantissait que la relique le récompenserait correctement. Ses traîtresses fonctionnaient tout simplement ainsi. À sa connaissance, accepter son cadeau pouvait très bien le transformer en meurtrier psychopathe. Le serpent se figea, stupéfait qu'un humain connaisse ce danger. Joeon se souvenait que les haches d'or et d'argent avaient transformé leur premier propriétaire en tueur en série. Le nombre de victimes avait été effroyable. Il accusa le serpent de s'apprêter à le récompenser avec une relique maudite. Pour une épreuve prétendument fondée sur l'honnêteté, cette tromperie était une vaste plaisanterie. D'un puissant bond, le pilleur expérimenté atterrit sur la tête de la créature et la poignarda de nouveau. Le serpent hurla sous ses pieds. Joeon ordonna fermement à la relique de se soumettre. La créature furieuse lui demanda s'il croyait vraiment pouvoir s'en emparer par la violence. Normalement, toute personne qui survivait à un tombeau rempli de pièges et réussissait son épreuve finale recevait la relique qui l'attendait à l'intérieur. Ceux qui surmontaient les défis d'un tombeau obtenaient les capacités surnaturelles de son artefact. C'était ce que la plupart des gens considéraient comme une relation positive entre un humain et une relique. Cependant, les reliques détestaient naturellement les humains et cherchaient souvent à leur nuire. Une exposition prolongée à leur pouvoir rendait de nombreux propriétaires gravement malades. À cause de cela, les rares personnes capables de contrôler des reliques de guérison finirent par accumuler un pouvoir et une autorité considérables. C'était exactement ainsi que le président Kwon avait exploité Joeon dans sa vie précédente. Joeon enfonça davantage le couteau dans la chair du serpent. La créature hurla que cela faisait mal et l'injuria. Cette fois, notre héros n'avait aucune intention de se lier d'amitié avec les reliques. Il annonça qu'il forcerait celle-ci à se soumettre grâce à sa domination. Le serpent se débattit sous lui et ordonna à l'humain de s'arrêter immédiatement. Avec un sourire entendu, Joeon lui demanda si cela faisait mal, puis promit de découvrir combien de temps elle pourrait tenir. Il comptait l'écraser sous sa domination jusqu'à briser complètement sa volonté. L'utilisation d'une relique exigeait certains talents particuliers. Les spécialistes des reliques avaient classé ces traits en 3 grandes catégories. La première était l'affinité, qui permettait à un propriétaire de coopérer avec les reliques et d'établir des relations amicales avec elles. La deuxième était la domination, la capacité de contraindre une relique et de la forcer à obéir. La troisième était la synergie, qui apparaissait lorsqu'une relique et son propriétaire étaient naturellement compatibles. La plupart des gens se concentraient sur l'amélioration de leur affinité car c'était le trait le plus facile à utiliser tout en permettant d'accéder à toute la puissance d'une relique. Cependant, cette relation avait un prix terrible. Plus les reliques se rapprochaient de leur propriétaire, plus elles libéraient un poison capable de rendre ces humains gravement malades. Le pilleur de tombes planta encore et encore son couteau dans le serpent et déclara que cette fois, il n'en avait strictement rien à faire de l'affinité. La relique lui obéirait, qu'elle le veuille ou non. Il l'avertit que si elle refusait de se soumettre, il la briserait tout simplement en morceaux. Croyait-elle vraiment qu'il hésiterait ? Le serpent terrifié ne comprenait pas. Les humains étaient censés désirer les reliques et les supplier de leur accorder leur pouvoir. Une lumière jaune éblouissante jaillit soudainement du corps du monstre. L'énorme serpent se dissipa comme un rêve, ne laissant derrière lui que l'eau qui retombait en éclaboussant. Joeon attrapa la hache dorée apparue à sa place et annonça calmement sa victoire. Une nouvelle fenêtre du système s'ouvrit dans un joyeux tintement. L'interface lui accorda le titre de survivant de tombeau et débloqua excavation de tombeau, rang F. Sa liste de compétences fondamentales en affichait désormais 3 sur 4, espionnage, linguistique et excavation de tombeaux. Cette nouvelle compétence améliorait sa compréhension des tombeaux. Notre héros sourit après avoir débloqué une capacité supplémentaire. Il ne lui en restait plus qu'une, même s'il ignorait toujours la condition nécessaire pour l'activer. Une deuxième notification apparut à côté de lui. Le système lui attribua le titre de bourreau des reliques. Sa domination passa au rang A+, tyran, tandis que son affinité chuta au rang D, coercitif. Il cria après le corbeau pour lui avoir donné l'air d'un véritable oppresseur. Puis il balaya sa plainte. Ce n'était pas comme si perdre de l'affinité lui importait.
Une voix lointaine résonna soudainement dans la grotte, annonçant que quelqu'un avait trouvé le bassin. Kiyoshi et Linda entrèrent dans la salle. L'agent japonais éclata de rire en disant que tout correspondait à la prophétie, tandis que notre protagoniste se cachait derrière un grand rocher en se demandant comment ils avaient pu arriver aussi vite. Kiyoshi sortit une petite fiole rouge de sa veste et ordonna à la relique de se révéler. Linda exigea de savoir ce qu'il comptait faire. Sans lui répondre, Kiyoshi jeta la fiole dans l'eau. Linda le fixa et lui demanda ce qu'il venait de faire. Pourtant, rien ne se produisit. Derrière sa cachette, Jo-reon sourit en regardant ces abrutis arriver trop tard. Cependant, ce n'était pas le moment de rire. Il soupçonnait ses agents de continuer à se mettre en travers de sa route. Le régresseur resserra sa prise sur le couteau et envisagea brièvement de les éliminer à l'intérieur du tombeau. Une fenêtre de statue apparut soudainement près de l'arme. Elle identifia le couteau d'embaumement égyptien comme une relique consommable ordinaire de Rancé, à laquelle il ne restait plus que 54 utilisations sur 100. Il fixa l'avertissement. Le couteau avait déjà perdu presque la moitié de ses utilisations. Il rit et se demanda si le corbeau lui conseillait de réfléchir à 2 fois avant de déclencher un nouveau combat. Pendant ce temps, l'agent japonais paniquait en voyant que le bassin restait silencieux. La prophétie disait qu'il suffisait de jeter une relique dans l'eau, alors pourquoi rien ne se produisait-il ? Linda saisit immédiatement l'occasion. Le Japon possédait donc bel et bien une relique prophétique. Kiyoshi balbutia une négation et lui ordonna d'arrêter d'essayer de lui soutirer des renseignements. Il avança que quelqu'un avait peut-être déjà emporté la relique. Plus important encore, cela signifiait que d'autres personnes connaissaient leur existence. Linda finit par reconnaître qu'il avait raison. Après avoir examiné la zone, elle remarqua de nombreuses traces et empreintes sur le sol. Quelqu'un avait définitivement atteint cette salle avant eux. Un bruit soudain venu de l'obscurité poussa Kiyoshi à se retourner et à demander ce que c'était. Caché derrière les rochers, Jo-reon lança avec amusement une petite pierre dans les airs. Lorsqu'elle retomba plus loin, Kiyoshi pointa dans la direction du son. Notre héros baissa les yeux vers la relique dorée qu'il possédait et se demanda si ces 2 simples d'esprit seraient capables d'échapper à l'effondrement d'un tombeau. Il leva la hache lumineuse et ordonna à la relique de refermer le tombeau. La salle souterraine se mit immédiatement à trembler. Des fissures se propagèrent sous les pieds des agents, tandis que des rochers commençaient à tomber autour d'eux. Kiyoshi poussa un cri d'alarme. Alors que le pilleur de tombes se dirigeait calmement vers un autre passage, Kiyoshi paniqua et exigea de savoir où se trouvait la sortie. Linda lui cria de repartir par le chemin qu'ils avaient emprunté. Peu après, une plaque d'égout se souleva dans une ruelle voisine. Jo-reon en sortit, épousseta ses vêtements et comprit que la voie d'évacuation menait aux égouts. Ses habits étaient un peu sales, mais le trajet n'avait pas été si désagréable. Lorsqu'il revint, l'immense monticule qui ensevelissait le complexe résidentiel avait disparu. Les habitants touchés avaient retrouvé leurs esprits et commençaient à rentrer chez eux. Jo-reon aperçut son colocataire et appela Dong-hyun Kim, lui demandant pourquoi il restait planté là, complètement absent. Dong-hyun se retourna vers lui avec stupeur et s'exclama que la gigantesque colline avait disparu. Jo-reon poursuivit son chemin vers leur immeuble et répondit que c'était une bonne chose, puisqu'ils pouvaient enfin rentrer chez eux et dîner. Son colocataire demanda nerveusement ce qui arriverait si le monticule revenait les ensevelir. Mais Jo-reon lui assura que tout irait bien. Quelque temps plus tard, Kiyoshi se tenait près de l'ancien emplacement du tombeau, son téléphone collé à l'oreille. Il explosa en apprenant qu'une autre prophétie avait annoncé qu'un Coréen atteindrait la relique avant eux. Il exigea de savoir pourquoi personne ne l'avait prévenu plus tôt. Ils avaient réussi à oublier le détail le plus important. L'agent japonais au téléphone expliqua qu'ils avaient découvert la prophétie trop tard. Kiyoshi savait déjà à quel point l'utilisatrice de la relique du guide du futur pouvait être difficile à gérer. Ses mains tremblèrent lorsqu'il demanda si la fillette avait encore échoué à lire les kanjis. Son interlocuteur confirma à contre-cœur que c'était exactement ce qui s'était produit. L'agent furieux cria que des érudits étaient censés l'aider. Comment pouvait-il commettre encore la même erreur ? L'homme ne put que rejeter la faute sur l'imprévisibilité des enfants. Son interlocuteur promit qu'ils empêcheraient tout nouveau malentendu. En échange, Kiyoshi devait continuer à remplir sa mission.
Avant de raccrocher, l'agent lui conseilla de se méfier du mystérieux Coréen. Une prophétie inquiétante entourait cette personne. Au même moment, Jo-heon était confortablement installé chez lui devant son ordinateur. Selon la prophétie, il était destiné à devenir celui qui dévorera le monde. Et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Jo-heon a commencé cette histoire brisé, trahi et à quelques instants de la mort. Il la termine 15 ans dans le passé, armé de ses connaissances du futur, d'une collection grandissante de compétences et de la première relique qu'il ait jamais revendiquée entièrement pour lui-même. Il a déjà détruit 2 anciens ennemis, forcé une relique à se soumettre et humilié les agents étrangers persuadés d'être arrivés les premiers. Mais avec une prophétie le désignant comme celui qui dévorera le monde, il est évident que tout cela ne fait que commencer. Maintenant que les États-Unis et le Japon savent qu'un mystérieux Coréen les devance, que se passera-t-il lorsque les premiers chasseurs de reliques du monde se mettront à rechercher Jo-heon-soo? Si vous avez aimé ce premier épisode, laissez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir davantage de résumés de manhwas comme celui-ci. Et comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Souhaitez-vous que nous poursuivions cette série et suivions l'ascension de Jo-heon vers le trône du véritable roi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tous dans le prochain épisode.